Le cercle RH et le débat de Smart Job, débat quotidien pour parler de la discrimination, des discriminations à l'embauche. On va revenir évidemment sur les typologies, les femmes, les personnes d'origine ethnique, maghrébine par exemple, et autres. On y reviendra dans quelques instants. Et essayer de savoir ce qui a changé. Il y a eu une loi en 2017 dont personne ne parle jamais. Est-ce qu'elle a fait avancer les choses ? Pas sûr quand on regarde les chiffres. On en parle avec mes invités. Maya Agege, ravi de vous accueillir. Vous êtes déléguée générale de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Merci d'être avec nous. Et puis Éric Sédier, directeur d'ISM Quorum. Et vous êtes membre, comme personnalité qualifiée, je sais que vous y tenez beaucoup, du Défenseur des droits et membre de ce collège de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Je m'autorise à me tourner vers vous, Défenseur des droits, institution. Il y a des études, et une en particulier qui est sortie, faite par la défenseuse des droits. 37% des personnes qui ont été interrogées déclarent avoir été discriminées. Je me souviens, il y a 20 ans, d'avoir déjà commencé ma carrière en faisant des émissions sur ce sujet. J'ai objectivement pas l'impression que ce sujet évolue beaucoup. Il y a des périodes où des progrès sont à constater, il y a d'autres périodes où ça se dégrade un peu. Ce n'est pas une évolution linéaire et un progrès continu, je dirais. Globalement, je pense que la situation s'améliore et en tout cas sa prise en charge, son traitement par les acteurs concernés, je dirais ça. Après, par rapport à ce à quoi vous faites référence, là c'est une étude de perception, donc la chose telle qu'elle est vécue par les premiers concernés. Ce qui n'est peut-être pas une réalité, c'est une perception. Et puis surtout, indépendamment de la réalité, la perception peut évoluer en elle-même. C'est-à-dire que la prise en compte du sujet, y compris par les personnes que ça peut concerner, peut évoluer et faire qu'on est plus aguerri et plus sensible à certaines situations qu'on ne l'était par le passé. Alors, je voudrais présenter ce livre. Il sort aujourd'hui, au moment où on fait cette émission, vous le sortez. Évaluer pour agir les diagnostics statistiques au service de la politique d'égalité AFMD et ISM Quorum. Donc, vous avez travaillé la main dans la main. Comme ce document est tout chaud, Maya, je voulais savoir quels sont les grands enseignements à tirer de ce document. Qu'est-ce qu'il en sort ? Alors, je vais faire le parallèle avec ce que vous venez de dire et ce que vient de dire Éric. Jusqu'à maintenant, on regardait et on suivait beaucoup la perception. Là, ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, c'est l'analyse de 75 diagnostics sur les 15 dernières années, c'est-à-dire finalement les pratiques RH, comment les pratiques RH sont mises en œuvre et est-ce qu'il y a des écarts des écarts de traitement entre certaines typologies de population. Oui, il y a des écarts. L'origine ? Il y a des écarts. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs critères qui peuvent être testés. Il y a l'origine ethno-raciale, vous venez d'en parler. Il y a le sexe, il y a le lieu de résidence, le handicap. La taille ? L'apparence physique qui est une... On appelle ça la grossophobie. Je ne sais pas si vous l'intégrez dans la liste des discriminés. Tout à fait, l'apparence physique est une... Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas celle qu'on a testée dans ces études-là. Pour entrer dans le vif du sujet, on a beaucoup de RH sur ce plateau, vous l'imaginez, et qui réfléchissent, réforment, proposent sur la parentalité, sur l'inclusion, la diversité. Et elles sont impliquées sur ces sujets. Je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes. Quand même, souvent, elles nous citent le testing. Est-ce que vous, qui êtes des acteurs et qui avez remis est-ce que c'est l'unique et le meilleur moyen de savoir si leur modèle RH fonctionne ? Je vois sourire parce que, en préparant l'émission, j'ai vu que le testing, dont les journalistes parlent beaucoup, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Non, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à la situation qu'elle teste. Donc cet ouvrage sur la base de 75 diagnostics et on est effectivement dans le dur de la réalité des situations telles qu'on peut les tracer par des données. Bon, le testing, vous prenez 2 CV fictifs que vous construisez pour qu'ils soient complètement comparables, sauf sur un critère, un homme, une femme, et vous testez les réactions des recruteurs. Premier niveau de discrimination, homme, une femme. Voilà. C'est un exemple que j'ai pris. En tout cas, vous avez relevé la chose importante. On va tester le premier niveau de la réception des CV. Et avec des CV fictifs, évidemment, on ne pourra pas aller plus loin. Dès lors qu'on veut des données sur la personne réelle derrière, dès lors qu'on veut un entretien, on ne peut plus faire du testing. Cet ouvrage, il insiste sur le fait qu'il y a au moins 3 grandes familles de méthodes aujourd'hui maîtrisées pour faire du chiffre sur d'éventuels écarts discriminatoires. Le testing, mais limité à ce moment dont on a parlé, et des statistiques sur des données RH réelles,
les vraies personnes qui ont candidaté Physiquement, et leurs données constituent un fichier de candidature. C'est une autre façon d'explorer ce qui se passe dans le recrutement, mais là, on va pouvoir faire tout le processus de recrutement. Et troisième famille, les données RH réelles des salariés, donc les fichiers carrière, les fichiers RH. Et là, on va pouvoir tester d'éventuels écarts discriminatoires selon le critère qu'on veut, disponibles dans les données, dans les carrières, dans l'accès à la formation, etc. mais Maya, les discriminations ethniques, j'évoquais tout à l'heure les personnes d'origine maghrébine qui, dans l'étude, évoquent effectivement un sentiment en tout cas de discrimination, le sexe, l'âge et le lieu de résidence. Les biais, ça c'est des biais cognitifs. Les RH, en fait, sont victimes à leur insu de biais cognitifs. Comment on fait pour justement les gommer et faire en sorte qu'une personne compétente, mais qui ne soit pas dans les critères, puisse être recrutée? Parce que c'est ça le fond de l'histoire. Oui. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va effacer les biais. C'est impossible, on est d'accord. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre conscience de ces biais et d'adapter les process RH pour que, dans la façon de gérer et de suivre les étapes de présélection, de sélection et de recrutement, qu'on ne soit pas impacté par ces biais. Dans ce qu'on voit, on voit par exemple depuis cette quinzaine d'années qu'il y a plus... 2006-2023 l'étude. Hein. Exactement, 2006-2023, donc il y a vraiment un aspect évolutif, longitudinal. Ce qu'on voit d'abord, c'est que selon les critères, on ne va pas être discriminé au même moment. Par exemple, il y a finalement peu d'écarts dans le recrutement femmes-hommes, mais il va y avoir des écarts dans le recrutement en lien avec le critère ethno-racial. Pareil sur le handicap, enfin pareil, ou plutôt. Donc ça veut dire, pour être concret, on met de côté des CV parce qu'ils sont de noms à consonance maghrébine, africaine. Pour être concret, c'est ça la réalité. Alors, une des méthodologies, c'est effectivement de partir sur les patronymes et donc d'analyser la façon dont, selon le patronyme sur le CV, on va proposer un entretien ou pas. Et croiser avec le lieu de vie. On peut. Non, mais je veux dire, c'est une autre indication. Exactement. On voit souvent des jeunes qui disent quand je mets Seine-Saint-Denis, Aulnay, j'ai moins de chance qu'un jeune qui met Paris 7e. C'est certain. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et là, tout le travail qu'on a fait avec ISM Quorum, ça a été de dire les employeurs peuvent s'emparer de ces méthodologies, de ces diagnostics, pour agir et être proactif et non pas subir, parce qu'on sait les débats de 2023 autour de testing, pas testing, comme vous en avez parlé, quel type de testing, sur quel critère. Donc nous, on s'est dit, non, on a le recul nécessaire pour dire, voici comment mettre en place un diagnostic. Hors testing, qu'on évoquait tout à l'heure, même s'il a existé notamment dans le cas des discothèques, puisqu'il y a eu de la discrimination sur les lieux festifs, on se souvient de testing, des SOS racisme, qui physiquement... Sur les plages, allaient physiquement tester. Ça ne se fait pas encore en RH. On n'envoie pas des testeurs, des faux candidats pour voir la manière, même jusqu'à filmer l'entretien. Ça ne va pas jusque-là. On le fait. On ne fait pas des choses avec cet objectif, celui qui était l'objectif qu'avait SOS Racisme, et donc on ne le fait pas exactement de la même façon. Bon. Dans tout ce qu'on présente dans cet ouvrage, on parle de méthode statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup, une entrée dans une discothèque. Non. Des CV, des coupes de CV par centaines de milliers, 2006-2023. ou des statistiques longitudinales. Hein. Et c'est très utile par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que... je reprends une autre formule que vous avez eue, on met de côté des CV maghrébins. Bon, ça ne veut pas dire qu'on, de façon délibérée, bon, il y a peut-être quelques cas marginaux encore, mais de façon délibérée, on dit celui-là, je le mets de côté, j'en veux pas. D'accord. Bon, c'est du préjugé, c'est les habitudes, c'est les contraintes sous lesquelles on travaille, il faut aller vite, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas certains réflexes, on n'a pas déconstruit certaines visions des choses. Bon, tout ça. La production d'indicateurs statistiques sur les écarts que l'on repère, ça permet de visibiliser ça. Ça permet de faire sauter le déni, déjà. D'ailleurs, j'ai lu, je fais une parenthèse, que peu de gens, finalement, se retournent vers le défenseur des droits, puisque c'est le défenseur des droits qui peut répondre à ce sentiment ou cette réalité de discrimination. Les gens ont eu le sentiment d'avoir été discriminés, parfois à tort ou à raison, mais souvent ils ont raison. Mais en fait, il ne se passe rien, on est d'accord. Alors, c'est vrai Faux. que... Je ne vais pas dire que vous avez tort. Mais faites-vous plaisir. Je vais plutôt dire que, dans un premier temps, il y a, en termes de recours pour les victimes, il y a une première étape qui va être de se tourner dans le cercle
du travail. Et donc, auprès des RH, auprès du manager, auprès des collègues, avant de passer à l'étape suivante, si les recours internes n'ont pas donné lieu à une action. Là, le défenseur des droits. Et là, exactement, il y a une saisie. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que la question du handicap, j'ai parlé de la grossophobie, c'est-à-dire la taille, mais il y a aussi la question du handicap. On voit aujourd'hui des entreprises très engagées, en tout cas une volonté politique de réduire le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui pas pourvus et de personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas. Et fait partie des discriminations. Ouais. Et en fait, moi je trouve que c'est une situation, je ne sais pas si le mot intéressante est le bon mot, mais dans cette analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'au niveau du recrutement, il n'y avait pas d'écart entre une personne avec un handicap et une personne sans handicap. Dans le recrutement, mais que les écarts de traitement, ils se faisaient dans la carrière. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que donc, ça a progressé sur ce sujet. Ça a totalement progressé, voilà. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de travail et pourquoi il y a des jobs qui ne sont pas pourvus. Alors, j'ai le sentiment, moi, de mon côté, que c'est plutôt l'entreprise qui, elle, est pas prête à accueillir, enfin, sur des questions de mentalité. Est-ce que c'est ça le sujet sur les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est ça c'est l'incompréhension de l'autre qui fait qu'on ne prend pas l'autre? Ça joue, mais c'est pas que de la représentation et de la vision les uns des autres. C'est pas que de la sociologie, en fait. Enfin, c'est pas que de la représentation, je dirais. C'est pas que de la façon dont on se voit les uns les autres ou dont on se comprend ou pas. C'est aussi les procédures concrètes de travail. C'est les outils. Un logiciel est tout à fait capable de discriminer s'il est mal construit. On se souvient d'Amazon. On parle. Donc l'algorithme discrimine. Voilà, donc l'algorithme discrimine. Les organisations sont plus ou moins faibles par rapport au risque discriminatoire. Une organisation décentralisée avec un nombre multiple d'intervenants pour recruter, avec des gens qui sont pas dont c'est pas forcément le métier principal. Il va y avoir le recruteur, le manager, le directeur d'établissement au passage, et puis peut-être des collègues qui vont faire pression. Bon, ça c'est une situation, le risque discriminatoire sera bien plus fort qu'un exercice de recrutement qui sera dédié à quelqu'un de professionnalisé qui aurait été formé contre les risques discriminatoires. J'évoquais tout à l'heure la loi, excusez-moi, de égalité et citoyenneté 2017. Sur l'obligation de formation des recruteurs. Parce que ça touche directement votre sujet, c'est-à-dire l'idée qu'on les forme. Elle a porté ses fruits, cette loi, ou pas? Il y a une enquête, une grande enquête en ce moment par la DARES pour justement vérifier si ça a porté ses fruits. C'était aussi l'idée d'analyser les diagnostics RH. Ça a été l'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des progrès avant cette loi. Depuis cette loi. C'était ma première question, en quelque sorte. Oui. Quelle est la trajectoire? Alors, vous disiez d'ailleurs qu'on était dans une courbe qui faisait des hauts et des bas. Je pense que ça progresse quand même dans la prise en charge et les outils pour le faire de la question. Et je pense que c'est un des intérêts pour lequel vos auditeurs RH peuvent lire ce guide, c'est qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage la variété d'outils de mesures statistiques à disposition pour aujourd'hui détecter des écarts discriminatoires, j'ai envie de dire, à peu près partout et à peu près sur n'importe quel critère, pour peu qu'on utilise la bonne méthode à appliquer au bon endroit. Guide et donc tableau de bord très instructif pour l'ensemble des DRH et des équipes RH. C'est ça l'objet. C'est ça, Maya, l'idée. C'est que c'est aussi la preuve statistique en chiffres qu'il existe toujours des discriminations et que donc il faut lutter pour les réduire. On est d'accord? Tout à fait. Merci à vous, AFMD, Association française des managers de la diversité, ainsi que ISM Quorum, donc vos équipes, Éric Sédier, qui ont travaillé sur ce guide, et puis allez donc voir les sites respectifs de chacun, engagés sur ces questions. Et puis vous, les DRH, je vous invite évidemment à regarder, lire ce guide, qui est un tableau de bord. Voilà, et Maya le fait en parallèle avec moi, parce que je crois qu'elle est très heureuse que ce travail soit sorti. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet important, essentiel, parce que c'est un enjeu RSE pour les entreprises, c'est un enjeu fort. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, notre dernier invité, et on l'accueille évidemment tout de suite.